Je ne veux pas voler la vedette à Christiane, qu'on a le plaisir d'accueillir encore une nouvelle fois ce soir, qui a eu la gentillesse vient de proposer une nouvelle thématique. Alors l'année dernière, elle nous a embarqué sur le Vasa en Suède. Donc ça a fait suite à un de ses voyages. Et puis cette fois-ci dans le détroit de Basse, je crois que ça fait suite également à un voyage que vous avez pu faire. Donc j'ai hâte de savoir quel est votre prochain voyage pour que vous puissiez nous faire une prochaine présentation. En tout cas, à chaque fois, c'est lié bien sûr à l'histoire, au monde maritime, et là en plus au monde des naufrages, et des naufrages toujours dramatiques malheureusement. Et on n'a rien envié à la Tasmanie, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est à peu près, c'est un minimum, 1000 naufrages recensés contre 600 à peu près en Nouvelle-Calédonie, je ne me trompe pas. Il y a le pool Fortune de mer qui est là, donc ils doivent pouvoir me dire. Non, c'est Alain Lebrus, là, je le cherchais Alain. 600, c'est bien ça, recensé autour de la Calédonie. Les dernières années, les bateaux de plaisance. D'accord. Donc c'est assez considérable. Heureusement, ils n'ont pas tous été dramatiques. Mais là, je crois que l'histoire que Christiane va nous raconter est un petit peu plus lourde en termes de conséquences. Et je suis sûre que ça va être encore passionnant et qu'elle va nous réchauffer avec ses histoires malgré la température. Merci beaucoup Christiane encore pour cette nouvelle découverte et puis cette thématique passionnante, j'en suis sûre. Merci. C'est moi qui vous remercie Valérie, puisque vous m'offrez chaque année l'occasion finalement d'explorer l'histoire maritime, qui n'est pas normalement mon domaine, disons, de prédilection, celui vers lequel je me dirige spontanément. Mais j'avoue qu'à chaque fois je me régale finalement, à peu près, j'y passe à peu près 3 semaines en général de préparation, et c'est toujours passionnant. Alors, nous allons évoquer en gros l'histoire du détroit de Basse. Ça peut paraître un petit peu loin de la Nouvelle-Calédonie, mais vous allez voir que quand même, quelque part, la Nouvelle-Calédonie va se trouver concernée, je l'évoquerai à un certain moment. Alors, ce détroit de Basse, en ce qui concerne le grand public, je crois que pour ceux éventuellement qui suivent l'actualité, puis qui ont quand même mémoire un petit peu des faits, on s'est rappelé, en tout cas à l'époque contemporaine, de sa dangerosité, notamment lors de la terrible Sydney Hobart de 1998. Je pense que s'il y a quelques voileux dans l'Assemblée, c'est vraiment quelque chose qui a marqué, si vous voulez, les esprits. Vous savez que c'est une course qui a lieu tous les ans entre Sydney et Hobart. Elle a lieu donc en fin d'année. Et en 1998, il y a eu des conditions absolument dramatiques, et le bilan a été terrible, puisque 6 hommes ont péri, ont disparu en mer, 5 bateaux ont coulé, 55 marins ont dû être secourus, et sur 115 voiliers qui avaient pris le départ de la course, seuls 44 ont franchi la ligne d'arrivée. Donc c'est vraiment un bilan extrêmement lourd, c'est vraiment resté dans les mémoires. C'est vrai que d'ailleurs, depuis lors, il y a quand même des mesures qui ont été prises pour essayer de limiter cela. Mais je me rappelle qu'il y a peut-être 1 ou 2 ans, des conditions pratiquement identiques à celles de 1998 s'annonçaient, et les organisateurs de la course se sont demandé s'ils allaient vraiment l'organiser. Il y a eu tout un débat, et finalement la course a quand même eu lieu, parce qu'on a considéré que c'était c'est une compétition, et que les bons marins se doivent de tenir compte des conditions. Simplement, bien sûr, en termes de couverture, d'assistance, et puis tout le monde était prévenu, donc finalement ça ne s'est pas passé de la façon dramatique qui a été celle de 1998. Mais finalement, ce détroit de Basse, c'est ce que nous allons découvrir ce soir, a été, en gros, peut-être même d'ailleurs, bien sûr, dès le peuplement de la Tasmanie, a toujours été une zone extrêmement dangereuse. Il le reste en partie, mais je vous expliquerai cela un petit peu plus tard. Alors,
D'abord, il faut peut-être présenter, si vous voulez, cet espace, donc ce détroit de Basse. C'est donc un détroit qui sépare, une sorte de chenal d'une certaine façon, hein, qui sépare donc l'Australie, enfin dans la partie qui coïncide avec l'État du Victoria. Bon, très bien. Oui, donc c'est le détroit qui sépare donc le sud de l'Australie, hein, de l'État du Victoria, très exactement, de la Tasmanie. En gros, la distance qui sépare, si vous voulez, ces deux États représente à peu près en longueur 500 km et en moyenne à peu près 80 km. Hein. Sachant au demeurant, on le voit mieux avec cette carte, 80 km, mais la largeur maximale étant de 250 km. Sachant que, en fait, finalement, ce détroit de Basse comporte 3 zones. Hein. Donc, une première ligne, d'une certaine façon, qui fait front d'ailleurs hein, au 40e rugissant, pour employer une expression que vous connaissez peut-être. Hein. Donc, il se trouve à l'ouest, j'y reviendrai. Ensuite, il y a une sorte de bassin central avec une bathymétrie qui est un petit peu plus profonde au milieu. Et puis, vous avez ensuite une série d'îles qui s'égrènent, qu'on appelle en grande partie les îles Furneaux, hein, qui vont donc de l'est de la Tasmanie jusque donc au sud du Victoria. Donc voilà un petit peu pour ce chenal qui correspond donc à l'extrémité est de l'Australie. Alors pourquoi justement ce lieu est-il du point de vue météorologique, du point de vue, disons, des conditions physiques, est-il un lieu aussi dangereux? Pourquoi y a-t-il des tempêtes aussi spectaculaires? Alors, comme l'expliquait cette carte que j'avais prise donc au musée de Devonport, qui est consacrée d'ailleurs au détroit de Basse, en fait, on l'appelle d'une certaine façon, cette zone, ce plateau continental qui remonte assez brutalement. Hein, les journalistes ont pris l'habitude de parler un petit peu des bords du coquillage, parce qu'on a donc une remontée extrêmement brutale, si vous voulez, hein, donc avec des rebords relativement élevés qui coupent justement les vents poussés, enfin les courants et les vagues qui sont poussés par les vents d'ouest quasi permanents qui règnent dans cette région. J'ai pris là tout simplement cette carte météorologique, vous voyez c'était mercredi 31, donc c'était hier, hein, et la carte était très intéressante parce qu'elle montre bien qu'on était dans les conditions habituelles finalement qui règnent dans cette partie, hein, avec ces fameux vents d'ouest qui soufflent hein, et qui poussent donc des vagues souvent extrêmement importantes qui se trouvent donc d'une certaine façon comprimées, si vous voulez, dans le détroit de Basse, entraînant aussi un autre phénomène que les marins appellent la cascade. Alors pourquoi la cascade? Parce que, de l'autre côté, on a à nouveau, une descente relativement brutale du plateau continental, hein, et ça entraîne en effet, si vous voulez, un courant, une impression aussi hein, de descente relativement importante. Donc c'est un lieu, de ce point de vue, qui est déjà, je dirais, dans des conditions naturelles assez difficiles, à manœuvrer. Mais là-dessus se rajoutent parfois des conditions exceptionnelles. Et c'est là, évidemment, à ce moment-là, que ça devient très dangereux, parce qu'on peut avoir aussi, par exemple, des inversions de vent relativement brutales, hein, éventuellement aussi des inversions de courant, et ça entraîne l'apparition de vagues extrêmement élevées, hein, de conditions extrêmement tempétueuses et qui peuvent parfois durer jusqu'à une semaine. Hein. Donc c'est vraiment une zone extrêmement dangereuse en termes de navigation et ça le reste encore de nos jours. Alors un élément justement qui fait, si vous voulez, que c'est particulièrement dangereux, c'est aussi le fait que à la fois l'entrée quand on se situe dans une perspective, je dirais par rapport à l'Europe, je vais d'ailleurs plutôt que prendre cette carte dont je suis finalement pas si satisfaite, si je vais être obligée d'y revenir. Enfin, c'est une carte de synthèse en fait, si vous voulez, où ils ont réuni. Elle ne correspond pas à l'échelle actuelle, mais à l'échelle réelle.
C'est une carte de synthèse qui réunit d'une part justement l'ensemble des îles avec principalement ce qu'on appelle King Island qui se trouve à l'entrée ouest donc du détroit, hein, et de l'autre côté on a ce qu'on appelle les îles Furneaux qui se trouvent donc à la sortie est si on se situe par rapport à l'Europe, puisque autrefois, c'est des navires, justement, hein, arrivés par l'océan Indien, traversaient ce chenal, notamment pour arriver à Melbourne, et éventuellement, d'ailleurs, de Melbourne, faisaient le tour par le sud, hein, pour atteindre Sydney et éventuellement la Nouvelle-Calédonie. Nous y reviendrons un peu plus tard. Et donc, il y a quelques îles qui sont relativement plus importantes, par exemple l'île King Island, qui fait à peu près 1098 km², Flinders Island, de l'autre côté, fait, je crois, 1300 km². Mais l'ennui, c'est qu'il y a aussi quantité, si vous voulez, d'écueils, de petites îles, etc., hein, qui rendent donc la navigation très périlleuse. Alors, un peu moins de nos jours avec les instruments de navigation dont on dispose, mais inutile de vous dire qu'au XIXe siècle, où on n'avait pas donc tous ces instruments, hein, quand on était surpris par une tempête dans le détroit de Bass, eh ben, ça pouvait très très mal se passer. C'est ce qui explique hein, la quantité tout à fait exceptionnelle donc de naufrages. Alors, notamment par exemple sur cette carte de King Island, on a avec des points rouges, si vous voulez, sont indiqués les principaux sites de naufrage. Alors, naufrage en anglais, ça se dit shipwreck. Hein. Mais alors, vous savez, comme bon, hein, il faut bien faire vivre le tourisme, donc désormais, c'est d'ailleurs quasiment un objet d'attraction. Hein, et on propose pour la visite de ces îles, parce que peut-être qu'on se demandait un petit peu comment les différencier du reste de la Tasmanie. Hein, et donc, ce qui est proposé aux touristes, c'est de faire ce qu'ils appellent un shipwreck trail, hein, c'est-à-dire un sentier, si vous voulez, le long de la côte, hein, donc un sentier de marche, avec, où sont indiqués justement les endroits où subsistent des vestiges, parce qu'ils n'en subsistent pas partout. Hein. Et toujours sur cette île de King Island, hein, un monument qui aurait sérieusement besoin d'être actualisé, justement, évoque les principaux naufrages qui se sont déroulés. Je reviendrai sur certains nombres d'entre eux, pas tous, puisque, si vous voulez, donc, Valérie vous l'a dit en introduction de la conférence, hein, il y en a, enfin, on compte au moins 1 millier de naufrages tout autour de la Tasmanie, donc je pense que nous pourrions rester fort longtemps si on les évoquait tous. Donc je vais me contenter d'évoquer peut-être les plus spectaculaires pour des raisons diverses et variées, et nous verrons lesquelles. Voilà, donc King Island est un lieu particulièrement important en termes de naufrage, mais c'est aussi le cas de l'autre côté pour, très bien, oui, pour les îles Furneaux. Hein, donc les îles Furneaux, alors leur nom, le nom peut paraître français, en fait c'est un navigateur anglais, Tobias Furneaux, comment dire, qui a succédé à Cook finalement, qui a commencé à repérer ces îles et qui leur a donné leur nom. Hein. Donc, comme je vous le disais, dans les Furneaux, l'île la plus importante, sur laquelle je reviendrai d'ailleurs, parce qu'elle a quand même joué un rôle important dans l'histoire générale du détroit, c'est l'île Flinders, qui donc a une superficie de 1365 km². C'est la plus vaste de cet ensemble. Mais là aussi, bon, je n'ai pas trouvé de carte aussi précise que pour King Island. Je vous expliquerai pourquoi, parce que la situation du point de vue du tourisme n'est pas tout à fait identique, en fait, en ce qui concerne King Island, qui n'a pratiquement plus de population indigène, ce qui n'est pas le cas des Furneaux. Hein, nous verrons cela. Mais il y a aussi énormément autour hein, de sites, si vous voulez, de naufrages, puisque là aussi, donc, il y a eu vraiment beaucoup de fortune de mer, selon l'expression consacrée. Alors, comme je vous le disais, c'est un lieu qui se caractérise par des tempêtes extrêmement violentes. Et déjà, Nicolas Baudin, hein, sur lequel je vais revenir après, qui a joué un rôle tout à fait fondamental en ce qui concerne le relevé, disons, donc, des côtes, des îles dans le détroit de Bass,
le signaler. Je vous lis rapidement son texte. Hein. En 1802, hein, il rappelle qu'une violente tempête de sud-ouest commença dans la nuit et souffla du 24 frimaire au 2 Nivose, puisque vous savez que Nicolas Baudin, en fait, avait été envoyé au moment du consulat, finalement. Hein, et au moment du consulat, le calendrier révolutionnaire est encore employé. Hein, comment dire, Napoléon va y mettre fin quand il va instaurer l'Empire, en fait. Hein, mais jusqu'à l'Empire, on a encore le calendrier révolutionnaire. Donc, en fait, nous sommes vers la fin de l'année. Alors, je fis appareiller pour fuir la baie. J'y laissai mon ancre. Dont les câbles furent sectionnés par des roches tranchantes recouvertes de sable. La violence des vagues brisa la crapaudine et les galoches du gouvernail. Ce sont des pièces du gouvernail, ne me demandez pas précisément en quoi elles consistent. Hein. La chaloupe qui se trouvait à la remorque fut submergée par une lame déferlante et coula avant que nous eussions pu la hisser sur le pont. Pendant une semaine, nous tîmes la cape dans le détroit de Basse en espérant ne pas être portés en dérive sur un rocher. Le 3 Nivose, le ciel redevint beau. Hein. Alors c'est un petit texte, mais qui a l'avantage justement de rappeler ces conditions extrêmes du détroit de Basse. Alors, une petite explication quand même, pourquoi avoir choisi ce sujet, hein, parce que certains m'ont dit que finalement le sujet n'était pas local, hein, que je me prenais peut-être pour une historienne mondialiste en proposant ce type de sujet. Alors c'est possible, mais ça répond, je dirais, à, disons, 3 sources d'intérêt progressifs qui m'ont attiré vers ce sujet. Alors, je suis philatéliste et je collectionne aussi les thèmes d'Australie. Donc, il y a une belle série qui avait été publiée, si vous voulez, qui m'avait déjà un petit peu interpellée, parce que la philatélie, c'est aussi une porte extrêmement intéressante sur l'histoire. Hein. Donc, je m'étais dit, tiens, mais pourquoi toute cette série sur les naufrages? Et le hasard a fait que, pratiquement la même année où est sortie cette série philatélique, je suis allée faire un tour de Tasmanie, comme on le fait beaucoup en Nouvelle-Calédonie, et j'ai eu vraiment le plaisir extrême de découvrir, donc vous en avez la photo, le musée qui se situe à Devonport, qui s'appelle le Bass Strait Museum, hein, le musée du détroit de Basse. Et alors là, pour l'historienne que je suis, ça m'a beaucoup plus musée. Hein, je me suis dit, tout de suite, j'ai pensé à Valérie, n'est-ce pas? Je me suis dit, comme chaque année, je suis sollicitée pour faire quelque chose, c'est quand même extrêmement intéressant, puisque bien sûr, il parlait, entre autres, de ces nombreuses tempêtes. Et puis, évidemment, dans les ouvrages qui étaient proposés à la sortie, hein, j'ai fait l'acquisition d'un livre qui est un peu la Bible, si vous voulez, même si depuis de très nombreux autres ouvrages ont été publiés, qui s'appelle Tasmanian Shipwrecks, hein, donc qui porte justement sur les principaux naufrages. C'est le livre pionnier, mais depuis, quantité de livres, de films de télévision, etc. Enfin, c'est un sujet qui a beaucoup passionné en Australie, il y a peut-être 4-5 ans. Hein. Alors, un autre aspect aussi, c'est que c'est vrai qu'il ne s'agit pas directement de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est quand même quelque chose qui a d'une certaine façon concerné beaucoup de nos ancêtres. Hein. Et à ce titre, je vous ai mis donc une carte extraite de l'agenda Balland de 1905. Hein. J'aurais pu en prendre un autre, mais bon. Et cet agenda Balland nous montre justement le trajet suivi par les bateaux des messageries maritimes qui venaient en Nouvelle-Calédonie. Et ça nous permet de nous rappeler, si vous voulez, qu'en gros, entre 1862 peut-être plus exactement, parce que c'est le moment où nous commençons à avoir notre propre gouverneur. Hein, Guillain arrive en 1862, parce qu'auparavant, les gouverneurs, ce sont les gouverneurs qui sont en poste aux EFO, c'est-à-dire aux établissements français d'Océanie, c'est-à-dire à Tahiti, et qui viennent en fait en Nouvelle-Calédonie. Donc, si vous voulez, la navigation se fait plutôt à partir de la navigation vers la Nouvelle-Calédonie se fait plutôt à partir de Tahiti. Et donc, à partir de 1860, par exemple, nos ancêtres,
pour certains d'entre nous, en tout cas, qui sont venus de la Réunion, hein, déjà, en fait, passent par, si vous voulez, cette trajectoire. Et les messageries maritimes qui s'installent, enfin, qui assurent une liaison régulière à partir des années 1880, hein, vont suivre toujours, si vous voulez, cette ligne, d'autant plus que elle va être facilitée par l'ouverture du canal de Suez. Hein. Et donc, en fait, les bateaux des messageries maritimes faisaient escale à Fremantle, vous savez, qui est le port de Perth, hein, qui a d'ailleurs un superbe musée maritime. Là aussi, il y aura peut-être quelque chose à faire. Hein. Et puis ensuite, il y avait un arrêt à Adélaïde, un autre à Melbourne et ensuite un autre à Sydney. Et tout ceci était très organisé puisque vous voyez pour l'année 1905, en fait, hein, toutes les dates figurent. Vous me direz, il faut peut-être une petite loupe pour le voir, donc vous me croirez sur parole. Hein. Toutes les dates précises de l'arrêt des bateaux étaient prévues, etc. Hein. Donc, alors là, c'est 1905, mais je répète, déjà auparavant, en fait, hein, tous les ancêtres, disons, des Européens de Nouvelle-Calédonie installés au XIXe siècle, Bagnard y compris, hein, sans passer, si vous voulez, par le détroit de Bass. Hein, donc le détroit de Bass. Je ne sais pas s'ils étaient avertis, si vous voulez, de la dangerosité de ce détroit. Hein. Je ne l'ai pas vraiment trouvé, disons, dans les mémoires qu'on peut avoir, etc. Mais voilà, hein, c'était la voie, finalement, pour venir en Nouvelle-Calédonie. Alors, maintenant, il nous faut arriver, justement, aux origines du nom, hein, et puis à la découverte du détroit. Alors, évidemment, vous en doutiez bien, hein, le nom du détroit est lié donc à un certain Bass, George, de son prénom. Alors ce George était le médecin qui accompagnait l'explorateur britannique Matthew Flinders. Alors Matthew Flinders, je vais vous le montrer juste après. Hein, bon, mais je reviendrai peut-être sur cette diapo. Hein. Matthew Flinders, vous savez, c'est le premier finalement qui a réalisé justement la première circumnavigation tout autour de l'Australie. Hein, puisque, bon, je ne vais pas revenir sur toute la découverte de l'Australie, vous savez que c'est le fait de navigateurs hollandais, hein, Roggeveen tout d'abord, puis Tasman, hein, mais ceux-ci n'avaient pas réalisé donc un périple complet, et c'est Flinders hein, qui va réaliser ce périple. Et c'est la découverte du détroit de Bass, donc je reviens un petit peu en arrière, j'aurais dû inverser les diapositives. La découverte du détroit de Bass va se faire d'une certaine façon en deux temps, puisque c'est en 1797 que Bass, qui était médecin du bord, mais qui était extrêmement curieux, enfin tout à fait dans l'esprit, vous savez, de ces explorateurs du XVIIIe siècle, enfin de ces équipages hein, qui étaient sur ces navires d'exploration. Donc, il était médecin, il était botaniste, c'était un botaniste tout à fait passionné. Hein. Et puis, comment dire, les explorations, à ce moment-là, souvent se faisaient de la manière suivante, c'est-à-dire, lorsqu'on était près des côtes, par exemple, le navire principal éventuellement se fixer, de visiter, de cartographier, d'hydrographier une région particulière, hein, mais on pouvait demander, si vous voulez, à une autre équipe, avec par exemple une baleinière, d'explorer une région plus proche de la côte. Hein. C'est comme ça d'ailleurs que s'est fait le choix de Nouméa. Hein. Vous savez que le choix de Nouméa, c'est de Castellane, hein, qui était le second de Tardy de Montravelle, finalement, qui est venu explorer un petit peu le site, alors que Tardy de Montravelle était à la baie de Saint-Vincent. Donc c'était assez fréquent. Hein. Et là, c'est le cas, en fait, c'est Bass avec toute une équipe qui d'abord est venue, donc il a longé en fait la côte sud du Victoria. Il a dépassé, si vous voulez, comment dire, enfin, ce qu'on appelle, enfin, ça correspond, dans le Victoria, maintenant, on appelle ça le Gippsland. Et puis, là-dessus, eh ben, justement, les fameuses tempêtes, comment dire, une tempête s'est levée. Et il a dû faire machine arrière, hein, ou baleinière arrière. Et donc, en fait, ils sont revenus l'année suivante. Hein, et c'est l'année suivante que, cette fois-ci, Bass, mais en compagnie comment dire, de Flinders, avec le bateau carrément de Flinders, ils ont réalisé la première circumnavigation autour de la Tasmanie. Mais Flinders n'avait pas oublié finalement ce que Bass lui avait dit, parce que Bass lui avait dit « Oh, mais là, il y a très certainement un détroit, en fait. Hein. » Et donc, c'est la raison pour laquelle lorsque
lorsque Flinders a rendu un petit peu toutes ses conclusions et surtout achevé de procéder comment dire, à la mise au point des toponymes, hein, parce que vous savez, c'était un élément extrêmement important, ça, hein, au fur et à mesure de ce qu'il découvrait. Donc il a décidé d'attribuer finalement le nom de Georges Bass à ce détroit. Alors, bon, voilà, donc on a parlé de Matthew Flinders. Alors, mais quand on parle de l'exploration du détroit de Bass, bien sûr, on ne peut pas oublier l'expédition de Nicolas Baudin. Hein. Alors, ce Français, qui d'ailleurs, vous le savez, a croisé au large d'Adélaïde, comment dire, il a croisé Flinders. Hein. Alors, j'avais commencé à vous en parler tout à l'heure. Donc Nicolas Baudin avait été envoyé par le premier consul parce que en fait pendant tout le XVIIIe siècle, Gabriel Vallée serait plus à même que moi de vous parler de tout cela, mais il y a quand même disons une certaine compétition entre Français et Anglais. Il ne s'agit pas encore de s'installer dans les territoires, hein, mais dans le repérage, au titre officiel des missions scientifiques, malgré tout, hein, on se surveille mutuellement et finalement on se suit somme toute d'assez près. Hein. Donc Nicolas Baudin avait été chargé d'une mission, si vous voulez, d'exploration du sud de l'Australie qu'on ne connaissait pas. Hein. Et mission, comment dire, auquel Baudin va s'atteler de manière extrêmement sérieuse avec ces deux bateaux qui sont donc le géographe et le naturaliste. Alors, je ne suis peut-être pas là ce soir pour rappeler le sort de l'expédition Baudin, parce que, enfin, je le rappelle cependant brièvement, vous savez que Baudin, finalement, va trouver la mort à l'île de France, hein, ce qu'on appelle maintenant l'île Maurice. Une partie de ses collections finalement vont parvenir en France, mais dans un contexte tout à fait différent, c'est les guerres de l'Empire, etc. Hein. Et en fait, pendant très longtemps, finalement, on va complètement sous-estimer l'importance de cette mission, hein, et notamment de tout ce qu'elle a rapporté en termes de collections minéralogiques, botaniques, et puis surtout de nombreuses illustrations, notamment concernant les aborigènes, et notamment les aborigènes de Tasmanie, hein, auxquels l'expédition de Baudin s'était très très fortement intéressée. Et on a donc des dessins, des lithographies tout à fait remarquables, faites par les deux dessinateurs du bord, qui étaient Le Sieur et Petit. Et Baudin, comme on l'a vu lorsque je vous avais parlé, enfin je vous avais lu son texte sur la tempête, hein, Baudin est resté justement à effectuer un séjour prolongé dans le détroit de Bass, très exactement du 17 novembre au 25 décembre 1802, et notamment à l'île King Island, cette fameuse île, hein, qui d'une certaine façon barre l'ouverture du détroit donc à l'ouest. Et comme je vous le disais, la redécouverte, hein, somme toute assez tardive, de tout ce que Baudin avait pu ramener, hein, permet justement d'avoir une idée quand même assez précise de ce qu'étaient surtout les rivages, la Tasmanie et ses rivages dans les années 1800. Parce que quand on lit son journal qui a été publié, en fait il y a eu beaucoup de manifestations sur la personne de Baudin, sur son travail autour des années 2000, avec des expositions organisées en Australie, des livres édités, justement tout son journal a été édité. Et quand on lit justement la partie de son journal qui est consacrée donc à son séjour dans le détroit de Bass, c'est extrêmement intéressant, hein, parce qu'on trouve beaucoup de notations, notamment sur les habitants de l'île King. Hein, et déjà à ce moment-là, il évoque des aborigènes qui sont peu nombreux. Il parle d'anglais qui sont présents, hein, qui sont des chasseurs de phoques et de lions de mer, et on a bien sûr des lithos qui représentent ces lions de mer. Hein. Il dit aussi qu'un certain nombre d'anglais qui sont présents sont d'anciens convicts, ou des convicts en fuite. Alors vous savez, convict, ça veut dire bagnard. Hein. Et d'ailleurs, lui-même, Baudin, a contribué, il le dit dans son journal, a contribué finalement à enrichir la population de convicts en fuite, parce que avant en fait de revenir vers le détroit de Bass et de mouiller au large, de King Island,
il était passé par Sydney et un certain nombre, au moins 4 ou 5 forçats, en ont profité pour s'évader, ils se sont réfugiés sur les navires français et Baudin ne les a pas livrés, en fait, aux autorités anglaises, hein, et il les a débarqués justement sur l'île King. Il le dit carrément, hein, enfin, c'est bien noté dans son journal. Donc voilà, on a beaucoup de détails hein, sur les habitants de l'île à ce moment-là, sur les conflits aussi entre les aborigènes et bien sûr ces Anglais. Il y a aussi énormément de notations sur la nature, les éléments, la végétation, parce que bon, on est vraiment dans la lignée, si vous voulez, de ces explorateurs qui sont en même temps des découvreurs passionnés, notamment de botanique, etc. Hein. Et puis, ils réalisent aussi un certain nombre de cartes. Hein. Donc, la première carte complète de King Island, parce que Flinders, et Bass d'ailleurs, ont, si vous voulez, fait le tour de la Tasmanie, mais en fait, ils n'avaient pas fait un relevé très précis, finalement, de ces côtes, de la Tasmanie, et surtout du détroit de Bass. C'est l'action à laquelle Baudin va s'atteler donc pendant son séjour prolongé. Donc les premières cartes précises, finalement, du détroit de Bass ont été réalisées par Baudin et son équipe, en fait. Hein, et ces cartes sont assez intéressantes, qu'il s'agisse donc de l'île King, hein, donc dans la première carte est réalisée par l'expédition Baudin, mais les cartes aussi, si vous voulez, des îles Hunter et en partie donc des Furneaux. Alors, un petit détail, puisqu'on est dans aventure avec on va parler de naufrage, mais bon, il y avait pas mal de choses, et je trouvais que ça aurait été dommage de ne pas l'évoquer. Le voyage de Baudin est à l'origine, ça aussi on ne le sait pas toujours, de la prise de possession par les Anglais de l'ensemble de l'Australie, très exactement, alors Baudin le note, le 23 Frimaire en 11, ce qui correspond au 14 décembre 1802. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est que donc Baudin s'est d'abord rendu à Sydney, et annonçant d'ailleurs, disant aux autorités anglaises qu'il avait ensuite l'intention d'explorer le détroit de Bass et le sud de l'Australie. Et ça a inquiété les autorités anglaises, parce que finalement Cook avait pris possession, mais de ce qui correspond à peu près à ce qu'on appelle maintenant l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Hein. Mais ça ne portait pas, on ne savait pas d'ailleurs au moment de Cook, on ne savait pas exactement, si vous voulez, ce que représentait la totalité de l'Australie. Donc il y avait un certain flou artistique. Et en conséquence, après, donc, comme je vous le disais, le passage de Baudin, ça a inquiété les autorités anglaises et elles ont dépêché finalement un navire qui est venu un petit peu à la suite de Baudin, hein, craignant, si vous voulez, que les Français ne profitent de cette, de cette mission scientifique pour prendre possession, si vous voulez, de ces espaces. Et ils ont planté l'Union Jack. Alors, Baudin raconte ça, et, même avec un certain humour, c'était quand même assez amusant, parce que finalement, Baudin a des relations souvent assez difficiles avec les savants, hein, parce que dans le bateau, si vous voulez, il y a donc des savants, alors, dont il considère parfois qu'ils sont un petit peu capricieux, hein, et notamment il raconte qu'à l'île King, ces messieurs les savants ont voulu descendre avec une quantité de matériel, et puis non seulement de matériel scientifique, ce qui aurait pu se comprendre, mais il explique qu'ils aiment bien vivre, hein, donc si vous voulez ça signifie du vin, de la nourriture, etc. etc. Hein. Baudin raconte aussi que toujours par rapport à ces savants, que sa cabine, par exemple, est envahie de plantes, hein, parce qu'il n'y a pas assez, si vous voulez, de plantes, d'espace dans tout le bateau, hein, et de plantes et de collections aussi des 10 savants. Hein, donc, c'est vrai que ce bateau, ça devait être un peu, comment appelle-t-on ? L'Arche de Noé, en fait. Hein. Voilà, alors je reviens à cette affaire de la prise de possession. Et donc, les savants sont descendus à terre pour une mission, n'est-ce pas ? Et les uns partent avec leur filet à papillons, les autres font des relevés minéralogiques, d'autres essaient, d'observer les animaux. Et Baudin, donc, au bout de 2-3 jours, descend lui-même à terre. Et là, il est très surpris parce qu'il voit l'Union Jack qui flotte au milieu, si vous voulez, du camp laissé par les savants. Donc, du camp de savants, alors, se demande un peu ce qui se passe. Et les savants expliquent que voilà, hein, donc les Anglais sont arrivés, et puis ils ont planté le drapeau. Hein, et on sent que Baudin n'est pas très enthousiasmé, si vous voulez, de cela. Hein, et donc, cela a été fait pour
empêcher, hein, je répète, une prise de possession que les Anglais craignaient. Alors, nous poursuivons en ce qui concerne maintenant le peuplement de ces détroits de Basse, parce que tout ce que je vous explique actuellement est en relation avec l'arrivée donc de ces explorateurs anglais d'une part et français d'autre part. Mais comme je vous l'ai dit, c'est ce qui a été noté par Baudin, la Tasmanie était déjà peuplée. Alors, elle était peuplée sans doute. Bon, on ne le sait pas très précisément. Hein. On sait, si vous voulez, que la Tasmanie est certainement peuplée à peu près depuis 40 000 ans, hein, qu'elle a dû être peuplée à une période où, justement, en fait, le détroit de Basse n'existait pas, hein, où le niveau de la mer était beaucoup plus bas lors des dernières glaciations, et on pense que donc les ancêtres des aborigènes de Tasmanie sont passés à pied, hein, pour rejoindre donc la Tasmanie. Récemment, d'ailleurs, on a trouvé, toujours sur l'île King, on a trouvé des traces donc de vie humaine datant de 35 000 ans. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la remontée du niveau de la mer, avec le réchauffement climatique, hein, qui est peut-être plus ancien que ce qu'on nous dit actuellement, même si ça n'est pas écarté qu'il s'accélère, mais enfin je ne vais pas rentrer dans le débat actuellement. La remontée du niveau de la mer qui s'est beaucoup accélérée il y a environ 10 000 ans a fait justement, si vous voulez, hein, que ces espaces de terre ont été morcelés en îles, comme je vous l'ai expliqué, et ces populations se sont retrouvées à ce moment-là isolées en fait de l'Australie continentale. Alors, il est par contre extrêmement difficile de savoir quelle était l'importance de ces populations dans le détroit de Basse au moment donc, du passage de Flinders, au moment du passage de Baudin. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait à peu près 9 tribus, donc je vous ai mis la carte avec ces tribus. Hein. Et on considère à peu près, si vous voulez, qu'il y avait environ 8000 personnes qui vivaient en Tasmanie, justement, autour des années 1800. Alors, combien vivaient dans le détroit? On ne le sait pas trop. Par contre, ce qu'on va observer, c'est une régression, une crise démographique très rapide, finalement, de la population du détroit. Alors, comme du reste de la Tasmanie d'ailleurs, mais peut-être plus rapide encore en ce qui concerne les populations aborigènes du détroit que dans le reste de la Tasmanie. Alors, les causes, les affrontements avec les Européens, hein, notamment pourquoi? Parce que ces Anglais dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui chassent plutôt les lions de mer, les phoques, hein, bien sûr le font en concurrence avec les aborigènes qui vivaient depuis longtemps, si vous voulez, de ce type de chasse. Il y a aussi, bien sûr, comme partout ailleurs, le choc épidémiologique, hein, pour des populations qui étaient isolées depuis fort longtemps. Le rapt de femmes, semble-t-il, a été très très couramment pratiqué parce que ces Anglais, notamment ces anciens convicts, bien sûr, n'avaient pas de compagne. Hein, donc ils avaient quand même une propension très forte. Hein, on a beaucoup de témoignages là-dessus, à procéder, hein, dans les tribus à des rapts de femmes pour posséder des compagnes. Et puis, la diminution rapide aussi des phoques à fourrure et des lions de mer, hein, qui étaient donc pêchés de manière extrêmement importante sur les rives du détroit, ont certainement contribué à réduire aussi les potentialités alimentaires de ces populations. Alors, par contre, ce qu'on ne sait pas toujours, parce que quand on évoque la Tasmanie, on parle bien sûr du génocide, et en général le grand public a tendance à penser, si vous voulez, que cette population tasmanienne a complètement disparu, ce qui est vrai. Il n'y a plus de Tasmaniens, purs, qui existent, hein. Mais par contre, il s'est formé une population métisse dans les îles Furneaux. Et donc, quelle est l'origine de cette population métisse? Eh bien, les marins, éventuellement des naufragés, les convicts en fuite, hein, donc, comme je vous ai dit, qui étaient devenus chasseurs de phoques et de lions de mer, qui ont souvent pris femmes au sein des communautés aborigènes, hein, en n'hésitant pas à les capturer et, hélas, aussi souvent à les maltraiter.
Et c'est à l'origine, si vous voulez, de ces populations métisses qui vivent dans le détroit et uniquement en fait sur le groupement des deux principales îles des Furneaux. Alors, ces aborigènes du détroit avaient sans doute un mode de vie qui était très semblable à celui des autres aborigènes de Tasmanie. Par contre, là, j'ai trouvé dans un livre ce qui devait constituer la base de leur nourriture, puisqu'ils n'étaient pas agriculteurs. Donc, sans doute se nourrissaient-ils de marsupiaux voilà, et de phoques, beaucoup de coquillages, et puis les femmes aussi réalisaient beaucoup de cueillettes. Alors, ce qui est un petit peu dommage, par contre, c'est qu'on n'a pas l'expédition de Baudin a réalisé un certain nombre de portraits en fait de Tasmaniens et des portraits d'une très bonne qualité. En tout cas, dans les documents que moi j'avais ici sur place ou que j'avais pu observer en Nouvelle-Calédonie, je n'ai pas trouvé, si vous voulez, de portraits de personnes vivant, enfin, de Tasmaniens, qui vivaient à l'époque de Baudin. Peut-être que ça existe. Il aurait fallu que Valérie m'offre un voyage, au musée du Havre, parce que c'est le musée du Havre, en fait, qui possède la collection Baudin. Donc, peut-être faudrait-il regarder en détail dans la collection Baudin. Il y a peut-être, si vous voulez, des portraits qui ont été faits de ces aborigènes. Mais en tout cas, dans les publications nombreuses, etc., je n'en ai pas vu. Donc, je ne sais pas si ça existe. Alors, j'ai mis justement, si vous voulez, pour représenter ce que pouvait être l'aspect physique de ces populations, on a donc ici une femme qui était nommée Fanny, qui vivait donc dans la partie nord en fait, de la Tasmanie, dans la région actuelle de Launceston, en gros, entre Launceston et la partie est, et ça donne une idée un petit peu du type physique qui pouvait être celui de ces femmes du détroit. Alors, il nous faut quand même parler justement du sort de ces populations, parce que, en fait, donc, les populations indigènes du détroit ont visiblement très rapidement disparu, mais par contre, l'île Flinders, donc vous vous rappelez cette île Flinders qui se situe dans la partie est du détroit, a servi de réserve d'une certaine façon pour les populations aborigènes qui subsistaient après ce qu'on appelle la guerre noire. Donc en Tasmanie, actuellement, enfin dans l'historiographie de la Tasmanie, on appelle en fait la guerre noire la période, je ne fais que reprendre l'appellation utilisée dans les ouvrages, c'est la période qui se situe en gros entre 1803 et 1833, à peu près sur une trentaine d'années, d'affrontements justement entre les colons anglais et ces populations aborigènes. Et en 1833, donc le gouverneur anglais de la Tasmanie, extrêmement inquiet de la disparition très très rapide, si vous voulez, de cette population tasmanienne, prend à ce moment-là une mesure qui consiste à rassembler donc tous les aborigènes de Tasmanie qui restent et à les déporter justement sur Flinders Island. Alors c'est une mesure qui donne, inutile de vous le dire, l'objet à de nombreux débats de nos jours. Donc pour certains, il s'agissait finalement, en faisant cela, de favoriser l'avancée de la colonisation anglaise. Pour d'autres, il s'est agi d'une mesure réelle visant à protéger, si vous voulez, ces populations aborigènes. Toujours est-il que tous ces aborigènes restants dans Truganini, vous savez, c'est la dernière aborigène de race pure ayant subsisté. Donc ils sont tous rassemblés sur Flinders Island autour d'une mission dont il ne subsiste actuellement, si vous voulez, que la chapelle, donc dans un lieu-dit qui s'appelle Baalena, en fait. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, tout ça donne lieu à des débats extrêmement importants, notamment évoqués dans un livre qui s'appelle « Weep in Silence », Pleurer en silence, qui raconte justement l'histoire assez dramatique de ces derniers Tasmaniens cantonnés dans cette île Flinders,
Le problème, c'est que sur l'île Flinders, c'est ce qui est expliqué dans ce livre, hein, l'île était isolée, la nourriture dans l'ensemble a manqué, cette population qui était déjà très fragilisée par le choc épidémiologique a continué à diminuer de manière dramatique, tellement dramatique d'ailleurs que, en ce qui concerne les derniers aborigènes survivants, on va décider justement de leur faire quitter Flinders Island, hein, pour revenir en fait en Tasmanie même, à un endroit qui s'appelle Oyster Bay, hein, et c'est là où les principaux, enfin les derniers d'entre eux vont mourir, sauf Truganini qui va survivre un petit peu à tout le monde. Là on a une photo, alors c'est pas Flinders Island, c'est pas, si vous voulez, ils ont déjà quitté finalement le détroit, hein. Donc des derniers survivants, des derniers Tasmaniens de race pure survivants, c'est une photo qui est prise vers 1860, hein, et Truganini donc ensuite elle va décéder en 1876. Mais Truganini donc a vécu, hein, donc une certaine période de sa vie, si vous voulez, sur Flinders Island, donc dans le détroit, hein. Alors, il me paraissait aussi quand même important, avant qu'on aborde les naufrages, parce que souvent, comment dire, les métis qui résultent, si vous voulez, des unions entre femmes aborigènes et marins sont le résultat des naufrages. Parce qu'un certain nombre de marins qui se sont installés sur place, en fait, c'est parce que ils étaient arrivés dans le cadre de naufrage. Alors, on a un certain nombre de, disons, de portraits, hein, relativement célèbres sur le sort donc de ces métis nés cette fois-ci donc à partir des années 1830-1850, hein. Donc par exemple on a un portrait comment dire, d'une petite métisse aborigène, Matina, hein, qui avait été adoptée par le gouverneur de Tasmanie. C'est une histoire tout à fait dramatique qui a donné lieu à des films, un ballet, etc., hein. Donc cette petite fille avait été adoptée par le gouverneur de Tasmanie, qui l'élève comme sa fille, puis au moment en fait où lui, sa femme et sa propre fille, parce qu'il avait aussi une fille qui était un peu, enfin, qui se considérait un peu comme la sœur de cette petite Matina, au moment où il doit repartir pour l'Angleterre, il considère finalement que cette petite aborigène ne sera pas acceptée dans la société anglaise, et en fait il la laisse sur place, hein, et donc dans un orphelinat, et finalement elle va finir de façon assez dramatique à l'âge de 18 ans, semble-t-il, lors d'une rixe entre alcooliques, en ayant elle-même sombré dans l'alcoolisme, hein. Mais par contre, à cet aspect tout à fait dramatique, si vous voulez, hein, on oppose parfois deux réussites de ces femmes métisses, issues donc d'union entre d'anciens marins et des aborigènes du détroit, hein, enfin des femmes aborigènes du détroit, une certaine Dolly Dalrymple, qui a été la première institutrice finalement du détroit, et puis une autre femme, donc Lucy Beaton. Alors c'était paraît-il vraiment un personnage, elle pesait 147 kilos, donc très impressionnante, hein. En même temps c'était une femme d'affaires redoutable, hein, qui avait justement, enfin qui a bien réussi, hein, et donc qui avait réussi à concilier d'une certaine façon ces diverses origines. Alors, j'en finis rapidement concernant donc toujours ces populations, avec donc la communauté métisse du détroit de Bass, hein, de la survie à la contestation, hein, puisque donc cette communauté métisse va survivre avec assez peu d'individus, hein, au départ, une cinquantaine d'individus, hein, et puis avec le temps, elle va s'étoffer, et comment dire, en 1982, je crois, c'est cela, hein, ils vont même procéder à un certain nombre de revendications vis-à-vis de l'État de Tasmanie, en demandant par exemple la récupération, si vous voulez, des anciens sites sacrés, la récupération justement du site de Wibelana, là, qui était là où se trouvait donc la mission, hein, Oyster Cove aussi, où avaient eu lieu les dernières déportations, hein. Et puis un autre aspect sur lequel je reviendrai, le fait de pouvoir disposer
des îles abritant des colonies de mutton bird. Hein. Donc on va voir ça après, puisque c'est quelque chose qui a toujours joué un grand rôle dans l'alimentation de ces populations. Alors, depuis lors, le gouvernement de Tasmanie a quand même procédé finalement à l'acceptation d'un certain nombre de ces revendications. Hein. Il n'empêche que, par exemple, en ce qui concerne donc les mutton birds, c'est un aspect qui est désormais très réglementé, hein, qui n'est autorisé que dans l'archipel des Furneaux, et pour les membres de la communauté d'origine aborigène. Hein. Mais bien sûr, les écologistes sont relativement peu favorables à cette mesure. Alors, que sont les mutton birds? Alors, mutton bird, ça veut dire oiseau-mouton, mais c'est parce qu'ils étaient, si vous voulez, constitués donc des groupes extrêmement importants, en fait. Hein, et ils venaient nicher chaque année au mois de novembre dans cette région. Enfin, en fait, tout autour du détroit, hein, même le long de la côte australienne, d'ailleurs. Hein, mais il y en avait énormément, en fait, dans le détroit. Et donc, ce sont des puffins à bec grêle, hein, et qui effectuent d'ailleurs toute une migration. Alors, j'ai lu ça un petit peu en préparant la conférence, hein, puisque, si vous voulez, après la période de nidification, en fait, ils vont passer donc l'été au détroit de Bering, et ils reviennent en utilisant l'Amérique du Nord pour ensuite retraverser le Pacifique. Donc, c'est vraiment une migration tout à fait exceptionnelle. Hein. Et ces oiseaux donc étaient très utilisés par les populations aborigènes, puis les populations métisses, à la fois pour leurs plumes, leur estomac qui contenait aussi de l'huile. Donc ce sont des oiseaux qui jouaient un rôle très important, et leurs œufs, bien sûr, hein, qui jouaient un rôle très très important pour ces populations. Bien. Alors, après avoir rappelé peut-être un petit peu longuement quand même l'histoire, si vous voulez, des populations aborigènes du détroit, nous allons en arriver à ces fameuses fortunes de mer qui ont affecté certes la zone du détroit, mais aussi l'ensemble des côtes de la Tasmanie. Alors là, on a une carte qui date, si vous voulez, on ne sait pas trop juste d'ailleurs, hein, mais enfin certainement du début du XXe siècle. Et en fait, les noms indiqués correspondent à toute une série de naufrages qui sont connus à ce moment-là. Mais quand on voit cette carte, on voit quand même très clairement que visiblement, hein, la grande partie d'entre eux se concentre au nord-est, hein, dans la zone des Furneaux, ou alors, même parce qu'elle est en partie coupée, autour de l'île King. Hein. Donc on voit bien qu'il y a là, deux zones particulièrement dangereuses. Alors, justement, je vais évoquer avec vous, comme je vous l'ai dit, non pas la totalité, mais... Pardon ? Ça va ? Voilà, je vais évoquer avec vous certains de ces naufrages. Hein. Alors, je les ai choisis, soit parce que, on avait des documents, parce que ce n'est pas le cas de tous. Je les ai choisis aussi parce qu'ils sont révélateurs de certaines étapes, finalement, de l'histoire de l'Australie, hein, en termes de population introduite, en termes aussi d'évolution, du point de vue de la technologie. Enfin, je reviendrai à chaque fois sur les éléments qui m'ont conduite à choisir plutôt tel ou tel bateau. Alors, un naufrage qui est resté relativement célèbre, c'est le naufrage du Neva. Hein. Alors le Neva, c'était un transporteur de bagnards, en fait. Hein, une période où l'Australie continuait encore à introduire des convicts, hein, puisqu'en anglais on dit convicts, mais ce sont donc des bagnards. Et ce bateau était parti d'Irlande, parce qu'une grande partie en fait, des bagnards introduits en Australie, on ne le sait pas toujours, étaient originaires d'Irlande. Hein. C'était aussi une façon de réduire, l'insurrection quasiment continuelle dans laquelle était l'Irlande. Alors, ce bateau a fait naufrage dans le détroit de Bass le 13 mai 1835. Il avait donc 150 condamnés à bord.
mais aussi des femmes et des enfants, dont on pense que c'était certainement peut-être les épouses, hein, de certains d'entre eux, ou alors les épouses de bagnards qui eux-mêmes étaient déjà en concession. Parce que vous savez que le modèle finalement qui va être adopté en Nouvelle-Calédonie, hein, comment dire, est largement inspiré finalement de ce que les Anglais avaient inauguré d'une certaine façon, hein, l'objectif étant de faire de la Tasmanie, par exemple, une colonie de peuplement. Hein, donc l'objectif, c'était que ces gens-là purgent leur peine, mais qu'à l'issue de leur temps de peine, hein, ils puissent s'installer sur des terres, fonder des familles. Donc c'est la raison pour laquelle il y avait aussi des femmes et des enfants à bord. Hein. Alors, en fait, toutes les femmes et tous les enfants ont péri, hein, dans dans ce naufrage. Il n'y a eu que 22 survivants, hein, qui ont réussi à dériver jusqu'à l'extrémité nord de l'île King, hein, sur 2 radeaux qui ont réussi à récupérer à partir du pont du bateau. Hein. Mais finalement, sur ces ce qui est raconté, c'est que sur ces survivants, certains avaient apporté, il y avait beaucoup de rhum à bord, hein, et donc ils auraient paraît-il abusé du rhum, hein, et ce qui fait que 7 d'entre eux, après certainement les conditions dramatiques dans lesquelles ils avaient été plongés, vont mourir à l'issue de leur première nuit à terre. Hein. Et les 15 survivants, nous sommes en 1835, hein, vont être secourus d'abord par les aborigènes, puis récupérés, hein, par une autre goélette qui va les conduire à Launceston. Donc là, en fait, c'est un bateau de convicts à l'époque, hein, où les Anglais amènent encore finalement des convicts en Australie, mais on est quasiment à la fin finalement, hein, puisque la colonisation pénale va se poursuivre, mais l'introduction de convicts, ça se termine justement dans les années 1830. La dernière grande colonie pénale anglaise, c'est Perth, hein, qui est fondée en 1830. Hein, donc on amène encore un certain nombre de convicts, mais à partir des années 1840, hein, le flux, si vous voulez, de convicts s'interrompt. Hein, et on a par contre, alors justement, on a des bateaux, mais on le verra après, qui vont transporter disons, les nouveaux arrivants en Australie. Alors, un autre naufrage intéressant, c'est celui du Clonmel, en 1841. Je les ai classés par ordre alphabétique. Alors, je dirais que pour celui-là, ce qui est le plus intéressant, c'est que c'était un des premiers navires à aubes à naviguer au large des côtes australiennes. Et paraît-il que, donc c'est toujours aussi près de King Island, hein, et justement il reste sur la plage, si vous voulez, vous savez, les navires à aubes, une espèce de gros moyeu finalement, et le moyeu est encore présent sur la plage. Hein. Donc ceux qui font le Shipwreck Trail, hein, font un arrêt nostalgique devant, si vous voulez, ce qui reste de ce navire. Alors, ensuite, peut-être la plus grande catastrophe marine de l'histoire de l'Australie, hein, c'est en 1845, avec le naufrage d'un navire d'immigrants qui s'appelait le Kataraki, hein, donc qui est le pire désastre de l'histoire maritime, puisque 400 personnes, hein, ont disparu dans ce naufrage. Alors, on est donc dans les années 1840, hein, l'immigration de convicts s'est achevée, et cette fois-ci, pour peupler, puisque c'est toujours l'idée, il s'agit de faire de l'Australie une colonie de peuplement, on va d'abord procéder à ce qu'on appelle de l'immigration assistée, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer de recruter des colons à qui on distribue des guides, c'est ce que Feuillet va faire après en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, hein. Donc on va avoir une immigration assistée, hein, c'est-à-dire qu'on paye le voyage aux gens, hein, et puis ensuite on les installe sur des terres, hein, dans les États qui commencent dans les colonies, puisque ce ne sont pas encore les États qui commencent à se constituer. Hein. Mais ce flux va être ensuite vite dépassé par l'arrivée de milliers d'immigrants qui vont venir notamment dans le cadre de la ruée vers l'or, notamment vers Ballarat, Bendigo, je ne sais pas si vous connaissez Victoria, vous avez peut-être visité ces villes, hein, qui résultent justement de la ruée vers l'or. Le problème, c'est que ces bateaux, justement, dans les années 1840-1850, sont chargés au maximum, hein, et on trouve au musée de l'immigration de Melbourne, qu'on peut visiter, hein, bien sûr, on trouve une reproduction
de ce qu'étaient les dortoirs, qui sont, si vous voulez, vous voyez, des espèces de cages dans lesquelles chacun s'immisçait comme il le pouvait. Donc les bateaux étaient absolument surchargés, et c'est ce qui explique le nombre extrêmement important de morts avec le cataraqui. Alors, c'est quand même... à la suite de 400 morts, c'est quand même tout à fait considérable. Donc il va y avoir un certain réveil des autorités qui va se manifester de deux façons. D'abord par la construction de phares. C'est étonné d'ailleurs qu'il ne l'ait pas fait plus tôt. Donc en 1848, un premier phare va être construit ici, là, à l'extrémité de ce cap, qui s'appelle le cap Otway, qui va être suivi ensuite par un autre phare sur le cap Wickham, sur l'île King. Donc ça va permettre de franchir plus facilement ce que les marins appelaient le trou de l'aiguille. Parce qu'en fait, justement, pour notamment parvenir à Melbourne, il fallait passer, là il y a 80 km en fait entre les deux. Et c'est pas si large que ça si vous êtes confronté à des conditions extrêmement difficiles, surtout à l'époque de la marine à voile. Donc on va construire ces phares, mais ces phares ne vont pas se révéler suffisants pour complètement exclure les naufrages. Il va y avoir d'ailleurs tout un débat autour de l'implantation du phare Wickham, parce que, semble-t-il, il n'a pas été suffisamment... Enfin, il a été positionné un petit peu trop à l'intérieur. On a voulu le mettre sur le point le plus haut de l'île King, mais finalement, il est relativement éloigné du rivage, ce qui fait que sa portée n'est peut-être pas suffisamment considérable. Et il va falloir attendre encore un certain temps, et notamment l'amélioration de l'éclairage, pour que ce phare fasse plus son œuvre. Alors, un autre naufrage qui est intéressant, toujours un naufrage de navires des migrants, c'est le naufrage en 1866 du Netherby. Peut-être prononce-t-on Netherby, je ne sais pas. Là, j'avoue que je ne l'ai pas entendu prononcer, donc je ne sais pas. Et donc, ce Netherby, qui transportait 52 membres d'équipage et 452 immigrants, qui étaient à destination cette fois-ci du Queensland. Parce que vous savez que le Queensland, c'est la dernière colonie. D'abord, c'est une colonie qui n'a pas du tout d'origine pénale, à la différence du New South Wales, du Victoria, de la Tasmanie, de l'Australie de l'Ouest, qui ont commencé d'abord par être des colonies pénales. Le Queensland, Brisbane, toute la région de Brisbane, n'a jamais donné lieu à une colonisation de peuplement d'origine pénale. Donc, ces immigrants se rendaient dans le Queensland, en fait, dans la région autour de Brisbane, et en fait, justement, ils ont fait, comme les autres, naufrage dans le détroit de Bass, avec quand même une différence tout à fait essentielle, c'est que comme ils ont fait naufrage tout près de King Island, tout le monde a pu être sauvé, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Et là, on a justement, si vous voulez, un descendant qui dit mes grands-grands-parents et mes grands-grands-grands-parents étaient sur ce bateau, et ils ont tous survécu, ce qui est tout à fait extraordinaire. Mais surtout, ce qui est quand même assez étonnant, en ce qui concerne l'affaire du Netherby, je ne l'ai pas mis ici, excusez-moi, alors je le dis, c'est qu'un certain nombre des gens qui étaient à bord de ce bateau, donc qui normalement devaient aller au Queensland, sont restés dans le Victoria. Et comme il y avait encore des zones nouvelles ouvertes à la colonisation dans le Victoria, ils ont fondé un petit bourg qui existe encore maintenant dans toujours cette partie sud du Victoria, là, qu'on appelle le Gippsland, et qui s'appelle Netherby, en hommage, si vous voulez, au bateau sur lequel ils avaient fait naufrage, mais dans lequel ils n'avaient pas tous disparu, ce qui est quand même assez extraordinaire comme histoire. Alors, évidemment, quand on parle de fortune de mer, on parle de naufrages dramatiques, de naufrages qui sont pas trop mal terminés. Parfois aussi, comme partout, on a eu dans le détroit de Bass des disparitions mystérieuses. C'est-à-dire des bateaux, un peu comme la Monique, on vient de rappeler encore, là j'entendais ça aux infos, la disparition tragique et mystérieuse de la Monique. Il en est un peu de même en ce qui concerne le HMS Sappho, en 1878. Alors, c'est un bateau assez extraordinaire,
puisque c'est un bateau que les Anglais ont d'abord utilisé pour lutter le long de la côte ouest africaine contre l'esclavage. Vous savez que les Anglais ont supprimé l'esclavage au début des années 1800. Hein. Puis après, il y a toute une période où ils luttent contre les navires négriers qui continuent, des autres puissances, qui continuent à venir recruter des esclaves sur les côtes africaines, et notamment des bateaux américains. Donc en fait, il avait attaqué un navire américain qui en fait était sur la côte, mais qui ne transportait pas d'esclaves. Bref, ça a créé un incident diplomatique avec les États-Unis. Résultat, les Anglais l'ont envoyé, si vous voulez, naviguer dans le détroit de Bass, en Australie. Et puis, dans le détroit de Bass, il a été vu pour la dernière fois en février 1878. Et on n'a jamais rien retrouvé des 147 membres d'équipage, mais aussi simplement de traces matérielles du navire. C'est un navire qui s'est complètement volatilisé. Alors, vous savez bien qu'on parle pour ce genre de navire des vagues scélérates. Et de toute façon, on a des témoignages en ce qui concerne le détroit de Bass, sur l'existence justement de ces vagues énormes, de ces vagues qui se brisent, etc. Donc, on suppose que ce bateau a peut-être disparu à la suite de ça. Alors, il y a eu toutes sortes de légendes, puisqu'on n'a absolument rien retrouvé. C'est un peu comme la Monique, si vous voulez, qui entretient, enfin moins maintenant, mais qui a entretenu toutes sortes de rumeurs. Alors, certaines rumeurs disaient que le capitaine aurait survécu sur une des îles en étant devenu complètement fou, mais bon, ça ne correspond à rien du point de vue historique. Alors, je continue toujours avec mes naufrages, un peu extraordinaires, si vous voulez. Alors, on arrive toujours dans la même année, 1878, à un autre naufrage. Alors, c'est le naufrage du Lockhart, alors qui était un magnifique voilier, comme vous pouvez le voir avec la photo que j'ai trouvée sur Internet, bien sûr. Et donc, ce naufrage provient du fait que ce bateau, là près des côtes du Victoria, s'est trouvé pris dans une brume extrêmement importante. Le capitaine a sous-estimé, bien sûr, la proximité de la côte, et le bateau a fait un naufrage près de falaises extrêmement abruptes. L'ensemble des gens qui étaient à bord, ont disparu. Il y aura 2 survivants. Ce sont un petit peu, alors je le montre après. Ça donnait lieu, voilà. Ce sont un peu les Paul et Virginie du détroit de Bass. C'est pour ça que j'évoque particulièrement ce naufrage. Donc c'est une côte à falaise qui est tout à fait spectaculaire, qui se trouve dans la zone. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait, ou si vous ne l'avez pas fait, je vous le recommande chaudement. C'est ce qu'on appelle la Great Ocean Road. Vous savez, cette route magnifique en fait, qui se situe, entre Melbourne et Adélaïde, mais plus précisément entre les villes de Torquay et d'Allunsford. C'est une route qui a été construite bien après, justement entre 1919 et 1932. Donc à l'époque, il n'y avait pas de route. Et à un endroit, on s'arrête à ce qu'on appelle, ce qui s'appelle maintenant la Roche, en anglais, Rock. Voilà, c'est ça, chercher le terme. Et au pied duquel se trouve donc une falaise. Alors on peut y descendre maintenant avec un escalier, bien sûr, et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on voit la mer qui s'engouffre, si vous voulez, entre ces falaises extrêmement élevées. Mais bon, j'imagine qu'au moment du naufrage, les 2 naufragés survivants n'ont pas dû trouver la zone très très romantique. Alors, quels sont ces 2 naufragés? Donc, on les voit ici. Donc, c'est un certain Tom Pierce et donc une jeune, l'équivalent, une jeune Eva, Carmichael, je cherchais son nom. Donc, qui était une jeune Irlandaise qui immigrait, une fois de plus, avec toute sa famille en Australie. Et l'histoire est tout à fait exceptionnelle, puisque, en fait,
lui est le premier à être arrivé sur la plage. Elle, paraît-il, se débattait, comment dire, dans des conditions extrêmement difficiles, dans une eau très tumultueuse, extrêmement froide. Il s'est remis à l'eau, il est allé la chercher, etc. Enfin, les guides vous racontent ça très très bien, enfin, si vous comprenez l'anglais, bien sûr. Hein. Voilà, hein, donc il est allé la chercher, il l'a sauvée au péril de sa vie. Hein. Ensuite, il l'a emmenée dans une grotte. Hein, alors, bon, j'ai pris les textes, mais je ne vous les lis pas, bien sûr. Hein, dans une grotte qu'elle a considérée comme effrayante, dans laquelle elle a sombré dans un sommeil profond, on peut l'imaginer, après autant d'émotions. Hein. Et Tom Pierce, en fait, a escaladé la falaise, si vous voulez, pour aller chercher du secours. Hein. Donc, c'est vrai que c'est quand même une histoire tout à fait exceptionnelle. Mais par contre, hein, alors ça se termine de façon moins dramatique que Paul et Virginie, puisque vous savez que hein, Paul et Virginie, enfin, Paul meurt de porter secours justement à Virginie dans le roman de Bernardin de Saint-Pierre. Et là, en fait, alors ils ne se sont pas mariés, désolé, hein, ça ne va pas jusque-là. En fait, elle, complètement découragée, a choisi de retourner dans son Irlande natale. Hein, je peux comprendre que l'Australie ne devait plus trop l'attirer après tout ça. Et quant à lui, donc, il s'est engagé comme marin. Il a subi un second naufrage, hein, c'est ce que j'ai trouvé dans les sources, hein, et il a fini comme gardien de phare, finalement. Hein. Donc voilà pour l'histoire de Tom et Eva, les Paul et Virginie, du détroit de Bass. Mais je répète, si vous faites la Great Ocean Road, hein, on vous montrera le lieu, la plage, et vous pouvez même aller à la plage, vous pouvez même vous recueillir sur le cimetière qui est à côté, vous recueillir dans le cimetière qui est à côté, qui est le cimetière des 52 naufragés, le reste de l'équipage, et qui correspond au reste de l'équipage du bateau. Et pas loin, il y a un petit musée. Donc il y a un site, hein, un spot, hein, sur lequel on peut plonger, c'est-à-dire que parce que le bateau n'est pas tellement loin de la côte. Et puis surtout, on a retrouvé un magnifique pont en porcelaine que l'on voit ici. Hein. Alors, vous savez, ça correspondait à ces pièces de table où on les mettait aussi sur des guéridons, etc. Et c'est tout à fait exceptionnel, hein, puisque cette pièce ne s'est pas brisée, en fait. Donc, elle s'est très, très bien conservée. Donc, vraiment, ce Lockhart, c'est quand même une histoire tout à fait exceptionnelle sur bien des aspects. Alors, on pourrait continuer, il y en a d'autres, mais bon, je répète, j'ai cerné pour vous ceux qui me paraissaient les plus spectaculaires. Et puis, quand même, on peut voir qu'à partir de 1880, le nombre de naufrages diminue, car des mesures sont prises. En effet, alors j'ai trouvé un très savant article qui s'intitule « Les naufrages dans la marine marchande britannique, le tournant de 1854 à 1873 ». Et dans cet article, écrit par une certaine Sylvie Lacroix, elle explique bien justement que, parce que nous sommes dans les années 1850, on est quand même dans la grande phase d'expansion de l'Empire britannique, hein, et donc les naufrages étaient extrêmement nombreux, pas uniquement dans le détroit de Bass, hein, je veux dire, les Anglais hein, étaient les premiers sur les mers partout, et les naufrages étaient vraiment très très nombreux. Et donc l'opinion s'en est émue, les autorités aussi en Angleterre, et des mesures ont été prises. Alors ces mesures, ce sont des mesures à la fois en ce qui concerne la construction des bateaux, c'est-à-dire que on s'est mis quand même à construire des bateaux plus solides, hein, des bateaux mieux équipés notamment. Un autre aspect aussi, les armateurs souhaitaient bénéficier d'assurance. Hein, c'est dans les années 1850, c'est le moment où la fameuse Lloyd, vous savez, qui va être vraiment la reine des assurances anglaises pendant des années, hein, commence à se mettre en place, mais les assureurs vont faire valoir que si les armateurs souhaitent des assurances, encore faut-il qu'ils ne mettent pas des sabots sur l'eau. Hein. Donc des efforts vont être faits tout à fait conséquents hein, en ce qui concerne les bateaux, leur résistance. Et puis de toute façon, on va passer, c'est la période où on passe de la marine en bois hein, à la marine, si vous voulez, en acier, enfin en recourant à l'acier. Donc déjà, ça va quand même améliorer les choses.
Et c'est ceci donc qui est expliqué, si vous voulez, qui fait que... Et puis, les instruments de navigation vont aussi donc considérablement s'améliorer pendant la deuxième moitié du 19e siècle. Hein. Alors, ce mouvement va faire que, en 1906, l'opinion, cette fois-ci en Tasmanie, va s'émouvoir considérablement à la suite d'un naufrage de plus, parce qu'il y en a eu quand même entre-temps, bien sûr. Hein. Alors, c'est le naufrage du Shannon. Alors, qu'est-ce que c'était que le Shannon? Ben, c'était un petit, navire à orbe et à vapeur qui normalement aurait été plutôt destiné pour circuler sur les rivières, hein, puisque, comme, par exemple en Australie, où vous avez, comment s'appelle-t-elle, la Murray, hein, la Murray, c'est le genre de bateau, si vous voulez, qui pouvait circuler sur la Murray ou sur la Tamar, qui est le fleuve finalement qui arrive à Launceston. Et en fait, un capitaine un peu négligent s'était mis à naviguer un petit peu, si vous voulez, dans le détroit de Strait, et dans le détroit de Bass, pardon. Il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que ce bateau a fait naufrage. Et l'opinion, à ce moment-là, s'est émue, si vous voulez, en considérant qu'on n'avait pas à mettre n'importe quel sabot sur l'eau, hein, que c'était tout à fait inconséquent, si vous voulez, de cette, aventurée dans le détroit. Hein, et aussi, toute une législation a commencé à se mettre en place sur le type de bateau qui pouvait circuler sur ces eaux, notamment pour pouvoir bénéficier d'assurance. Hein. Donc, on a commencé à avoir une régulation, si vous voulez, des navires circulants, et notamment, par exemple, pour pouvoir circuler dans le détroit de Bass, il fallait répondre à un certain nombre de critères, faute de quoi on ne pouvait pas être assuré. Parce que le gouvernement anglais avait commencé à prendre des mesures dans ce domaine, mais ça a mis quand même un certain temps, si vous voulez, avant qu'elles soient vraiment appliquées. Alors, les naufrages, comme je vous l'ai dit, vont se poursuivre, jusqu'à nos jours d'ailleurs, mais bien moins nombreux qu'autrefois. Donc, quand on regarde, il y a un site qui s'appelle Shipwrecks of Tasmania, il y en a un d'ailleurs pour le Victoria, donc vous pouvez regarder, vous pouvez faire défiler la liste des naufrages, il n'y a pas de souci. Mais on voit très bien, si vous voulez, la très grande densité donc du début du 19e siècle, et par contre, une densité bien moindre au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'époque contemporaine. Mais à l'époque contemporaine, on a encore parfois, si vous voulez, non seulement des naufrages, mais même des disparitions mystérieuses. Par exemple, en 1990, un navire qui s'appelait Great Expectation, grands espoirs, eh bien, ma foi, hélas, son sort n'a pas répondu au nom qu'il s'était choisi, puisque ce bateau, qui était un yacht, en fait, qui venait d'effectuer une course entre Melbourne et Devonport, regagnait donc Melbourne, et il a disparu avec les 6 membres d'équipage. Donc ça c'était en 1990, sans qu'on ait jamais rien retrouvé, si vous voulez, le concernant. Quelques effets, mais rien, si vous voulez, de très précis, alors qu'on avait déjà la radio, la VHF, etc. Donc, quand j'ai préparé, si vous voulez, ce travail, je regardais justement sur Internet, toujours, on voit aussi quand même, par exemple, les appels de détresse encore fréquents, notamment de petits bateaux qui effectuent le tour du monde et qui se trouvent en difficulté dans le détroit de Bass. Donc ça reste quand même toujours quelque chose d'assez dangereux qu'il faut prendre avec précaution. Alors, je vous ai parlé un petit peu donc, de ces naufrages un peu spectaculaires, mais là je vais laisser quelques minutes, je vais me reposer un petit peu. Alors rassurez-vous que je ne vous abandonne pas, mais je vais demander à Alain Lebréus de venir nous présenter, parce que c'est lui qui m'a signalé ça, de venir nous présenter, alors Alain, si vous voulez bien vous lever, quand même aussi une aventure tout à fait extraordinaire qui s'est déroulée dans ce détroit de Bass, donc en 1939. Alain, je vous laisse la parole. Bon, alors je reprends la parole. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de ce fameux scaphandrier Johnston. C'est certainement le scaphandrier, le pied lourd, qui est le plus célèbre par tout ce qu'il a fait. Bon, c'est un scaphandrier donc, qui est intervenu en Nouvelle-Calédonie. C'est lui qui a coupé l'arrière de la Joliette en 1938. Il a formé d'ailleurs à cette occasion 2 pieds lourds calédoniens. Il a participé au renflouement du Normandie à New York
après l'incendie que le Normandie a eu. Il a aussi récupéré l'or du Niagara avec une cloche à plongeur, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas plongé sur le Niagara qui est quand même très profond, simplement il guidait un grappin pour attraper tous les lingots d'or qui se trouvaient dans le Niagara. Un Niagara, c'est un bateau qui a sauté sur une mine allemande en Nouvelle-Zélande. Pardon ? Mouillé par l'Orient. Oui, l'Orion, donc, enfin ça c'est une autre histoire. Donc mouillé par l'Orion, c'est celui qui a torpillé le bateau que l'on appelle le Notou et qui a récupéré l'équipage. Alors, ce scaphandrier, en 1939, un câble sous-marin, un câble de liaison entre l'Australie du Sud et la Tasmanie avait un défaut. Donc, il a été chargé de retrouver ce défaut sur toute la longueur du câble. Donc, il s'est tapé 42 km en pied lourd, par une profondeur à peu près de 30 mètres. La houle dans ce secteur-là est très forte, donc il n'arrêtait pas de monter, de descendre, etc. Et il était suivi par ce bateau-là qui s'appelle le Julie Burgess, qui se trouve ici. Et donc c'est une histoire fabuleuse. Évidemment, il a trouvé quand même le défaut de ce câble qui a été réparé. Donc c'est un plongeur exceptionnel, ce Johnstone, là. Il a fait l'objet de nombreux bouquins, hein. Malheureusement, la plupart en anglais. Il y en a quand même un en français, qui est celui-ci. La traduction, d'ailleurs, a été très mauvaise. Ils ont appelé ça « les dépouilles de la mer ». Je pense que le traducteur n'était pas très, très bon. Alors, justement, dans ce livre, on parle de la Joliette, on parle un petit peu du Niagara, etc. Mais il y a vraiment des livres qui sont consacrés donc, à la... Parce que ça s'est fait en plusieurs étapes, hein, sur le Niagara. Il y a plus une première étape, on en a récupéré beaucoup, mais on savait qu'il en restait encore de l'or. Donc on a persévéré et puis on l'a récupéré. Mais peut-être que vous avancez sur la prochaine conférence, justement. Non ? Oui, alors donc à la fin de septembre, il y aura une conférence qui sera consacrée aux pieds lourds calédoniens. Hein, donc qui va démarrer en 1873 à peu près, parce qu'on ne prenait pas de risque, on faisait plonger les bagnards. Donc c'était les bagnards, et c'était les marins donc des bateaux de la flotte qui manœuvraient la pompe. Et curieusement, le dernier pied lourd qui a opéré en Nouvelle-Calédonie, c'est en 1974, lorsqu'on a construit le port de Nouméa, le port autonome, le quai Fed, etc. Tout... Donc vous voyez, pendant un siècle, il y a eu des pieds lourds. On va revenir à la Tasmanie peut-être ? On revient à Tasmanie. Hein. Donc, vous vous imaginez... Non, parce que je ne parlerai pas de la Tasmanie, je parlerai uniquement de la Calédonie. Voilà. Donc on va permuter le temps que... Merci Alain. Hein. Oui, donc je tenais absolument à ce que Alain intervienne, d'abord pour faire un peu de publicité pour la prochaine conférence, et puis aussi, donc c'est lui qui m'a fourni cette information que je ne connaissais pas, et j'ai lu donc le chapitre à l'intérieur donc de ce livre, hélas mal traduit. C'est absolument incroyable, c'est-à-dire l'épopée de ce plongeur à travers le détroit de Bass qui a frôlé la mort, pardon, enfin, il n'a pas frôlé la mer parce qu'il était à fond dedans, mais qui a frôlé la mort, mais en de nombreuses circonstances, parce que les moyens, si vous voulez, pour lutter contre les phénomènes de pression étaient très limités à ce moment-là. Mais c'est absolument incroyable. On se demande comment il a survécu, hein, et vraiment, c'est un chapitre palpitant à lire. Le chapitre qui est consacré à cette partie est vraiment tout à fait palpitant. Donc ça fait vraiment partie à la fois et des aventures et des mésaventures dans le détroit de Bass. Alors, nous approchons de la fin, donc, puisque quand même l'essentiel des naufrages, vous l'avez bien compris, s'est situé principalement pendant la première partie du XIXe siècle. Il va y avoir ensuite quand même quelques naufrages dus à quelques mines dérivantes ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Justement, on vient de retrouver, donc j'ai trouvé ça dans les journaux récents, hein, un navire, donc le SSS Aaron
Crown, qui avait été torpillé par un sous-marin japonais. Donc il y a des bateaux qui ont été coulés par des mines dérivantes allemandes et d'autres qui l'ont été par des sous-marins japonais qui avaient bien vu qu'il y avait là donc un point névralgique qui était favorable, notamment pour essayer d'affaiblir, si vous voulez, la marine anglaise autour de l'Australie. Alors, ce navire, j'en profite pour parler d'un aspect, justement, qu'on n'évoque pas toujours à propos de la Tasmanie. C'était un navire frigorifique. Et qu'est-ce qu'il transportait, en fait? Principalement des pommes. Et dans le Bass Strait Museum, ils expliquent justement longuement cet aspect important, si vous voulez, de la Tasmanie, comme fournisseur de pommes pour les soldats de l'armée anglaise. Les Anglais ont eu à cœur d'essayer, vous savez, le fait, nous sommes habitués maintenant à avoir ces pommes plus ou moins fraîches, ayant d'ailleurs évolué dans des conditions qui seraient peut-être à voir, mais justement, comment dire, c'est quelque chose qui s'est développé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on a essayé de fournir à tous les soldats de l'Empire, quel que soit le lieu où ils se battaient, des pommes fraîches, et une grande partie de ces pommes, enfin relativement fraîches, et une grande partie de ces pommes venaient de Tasmanie, alors, dans des cartons entiers, etc. Et tout ça est bien présenté dans le cadre du Bass Strait Museum que je vous invite à visiter si vous vous rendez en Tasmanie. Alors, arrivons à la situation actuelle. Bon, alors aujourd'hui, on est quand même, comme vous l'imaginez bien, dans des conditions quand même beaucoup plus sûres qu'autrefois, sans compter que, bien sûr, il y a des ferries qui effectuent 2 fois par jour dans les 2 sens le lien entre Melbourne et Devonport. Même l'île Flinders est reliée grâce à un ferry. Un train-ferry est actuellement à l'étude. Enfin, bon, il y a aussi des projets éventuellement d'un tunnel, mais enfin, pour le moment, ça ne semble pas être tout à fait à l'ordre du jour. Par contre, un train-ferry est à l'étude et de manière assez sérieuse. Donc, je veux dire, le détroit est quand même désormais beaucoup mieux contrôlé. En plus, il est très très bien surveillé. Par contre, ma carte est très mal sortie, de manière permanente. Il y a plusieurs postes de secours, etc. Et surtout, il y a toute une stratégie. Alors hélas, la carte le montre très peu. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé à cette pauvre carte, mais visiblement, elle ne s'est pas remise du transfert. Il y a toute une stratégie aussi qui consiste, en cas de difficulté dans le détroit, pour les autorités de sûreté, enfin pour les postes de secours, à essayer de conduire les bateaux vers des endroits sûrs, si vous voulez, où ils vont pouvoir atteindre la fin de la tempête. Et la carte représentait ça, mais désolé, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle est très mal sortie en fait. Donc, c'est-à-dire que si vous vous trouvez en difficulté, que vous lancez un appel de secours, aussitôt, bien sûr, ou les gardes-côtes, etc., enfin, ça dépend évidemment de la gravité de la situation, mais essayez de vous prendre en charge et de vous conduire justement vers un lieu sûr afin d'attendre des conditions un petit peu plus favorables. Par contre, une évolution récente ou des évolutions récentes dans le détroit sont à l'origine aussi d'un nouveau type de naufrage. Parce que, notamment près de la côte du Victoria, on a trouvé, alors je ne sais plus, je crois qu'en rouge ce sont les gisements de gaz et en vert les gisements de pétrole ou l'inverse. Donc on a trouvé des gisements de gaz et de pétrole près finalement de la côte du Victoria. Et ces gisements de gaz et de pétrole font l'objet actuellement d'une exploitation. Il y a très exactement 23 plateformes qui sont en cours d'utilisation. Et en octobre 2009, une plateforme qui avait été d'ailleurs amenée d'Europe, donc après une très longue traversée depuis Rotterdam, eh bien, alors il paraît que c'est l'expression, donc je n'ai fait que la reprendre, c'est jacquée, en fait elle s'est renversée dans le détroit de Bass. Et bien sûr, ces plateformes sont très arrimées. En plus, vous savez que les opérateurs pétroliers ont de l'expérience en termes de mauvaise mer, puisque la mer du Nord est quand même une mer redoutable et il y a quand même des plateformes. Mais il y a eu en tout cas une fois donc un accident, mais c'était avant que la plateforme soit définitivement installée en fait. Et ces plateformes sont exploitées. J'ai pris une pub en fait, une publicité d'Exxon. C'est Exxon qui donc exploite ces plateformes du détroit de Bass. Alors, comme je vous l'avais dit au début, donc, les sites de naufrage sont devenus
donc des attractions touristiques. Hein. Donc dans les îles, hein, c'est-à-dire les Furneaux, enfin pas trop les Furneaux, mais surtout King Island, et même aussi le long de la côte du Victoria, on a la Shipwreck Coast. Hein. Donc là aussi, on vous comme toujours en Australie, n'est-ce pas, des dépliants, quantité d'explications. Vous pouvez aussi, bien sûr, avec votre téléphone, récupérer des panneaux tout faits où on vous explique, enfin on vous donne toutes les informations. Il y a, comment dire, un panneau mural aussi qui rappelle justement les principaux naufrages et les lieux où ils se sont déroulés, qu'on trouve régulièrement en vente dans les différents musées d'histoire maritime. Il y a bien sûr aussi, alors tous ces naufrages donnent lieu à de nombreux sites de plongée, hein, qui sont très appréciés, dans lesquels on a trouvé quantité d'objets, hein, comme on le voit ici. Hein. Donc ces sites sont très nombreux. Hein, là, il y a à la fois les sites de plongée qui sont intéressants, mais tout autour des côtes de Tasmanie. Alors normalement, l'obligation est faite aux plongeurs de donner à l'État ce qu'ils trouvent. Mais les côtes sont quand même relativement bien surveillées, mais il n'empêche, hein, que ce n'est pas toujours donc le cas. Voilà, donc j'ai essayé de vous présenter un petit peu l'histoire donc, de ce détroit de Bass avec les principaux aspects finalement qui ont émaillé son évolution depuis le 19e siècle. Je ne vais peut-être quand même pas insister trop sur la bibliographie, c'est peut-être pas ce qui va vous intéresser le plus. Je me disais en conclusion que quand même, à la suite de l'évocation, si vous voulez, de tous ces naufrages, on ne pouvait que penser quand même à ce poème de Victor Hugo, que vous avez peut-être étudié dans votre jeunesse, hein, Océanonox, hein, qui évoque justement, si vous voulez, tous ces marins disparus en mer. Voilà, et puis en terminant, je voulais remercier donc Valérie, Nathalie du Musée Maritime. Je tenais aussi à évoquer le Centre culturel Chibaou, parce qu'il y a un certain nombre de livres, notamment concernant les premiers habitants de la Tasmanie, que j'ai pu récupérer dans le cadre du fonds du Centre Chibaou. Ils m'ont demandé de faire un petit peu de publicité parce que c'est un fonds qui n'est pas toujours connu. Ils ont désormais un fonds extrêmement important sur l'ensemble de l'histoire du Pacifique, hein, qui est très précieux, dans lequel on trouve beaucoup de choses. Et puis bien sûr Alain Lebreus, que vous allez retrouver donc pour la prochaine conférence. Voilà, je vous remercie. Et puis si vous avez des questions, je suis à votre disposition.